Jamais je n'aurais imaginé qu'à 68 ans je vivrais une telle épreuve. J'étais dans ma cuisine, préparant une quiche lorraine, quand Sophie est apparue à la porte, avec ce sourire glacial que je connaissais si bien. « Cet appartement à Paris est maintenant le mien, Claire », a-t-elle dit, en tendant des papiers jaunis. Le boulevard Voltaire, dehors, semblait être le témoin de l'absurdité de ces mots. Mes mains ont tremblé en tenant la pâte encore tiède. Les hautes fenêtres de ma maison de 40 ans reflétaient de mon visage pâle de stupeur. Sophie a continué de parler de droits légaux et d'héritage, mais je n'entendais que le bruit de la circulation mêlée au battement accéléré de mon cœur. Ces murs connaissaient chacune de mes larmes, chaque rire partagé avec Pierre. Comment osait-elle réclamer toute ma vie? L'arôme de noix de muscade dans l'air contrastait avec l'amertume qui m'envahissait. J'ai senti que je perdais bien plus qu'un bien immobilier. Les semaines suivantes ont été un cauchemar constant. Sophie revenait quotidiennement, toujours avec de nouveaux documents et des menaces voilées. Je marchais dans les couloirs de mon appartement comme une étrangère, observant chaque objet que je risquais de perdre. Les matins commençaient avec le bruit de ses coups à la porte, interrompant mon petit déjeuner solitaire. J'ai cherché Julien, l'avocat qui connaissait Pierre depuis sa jeunesse. Nous nous sommes rencontrés au café de Flore, où la vapeur du chocolat chaud montait comme mes soupirs d'inquiétude. « Claire, je dois examiner tous les documents de Pierre », a-t-il dit, ajustant ses lunettes. Ces mots me donnaient tant de l'espoir, mais Sophie semblait absolument certaine de sa victoire. Elle parlait déjà de rénovation, de vendre les meubles anciens, d'effacer notre histoire. Chaque nuit, je me couchais en me demandant si je connaissais vraiment mon défunt mari. L'hiver parisien est arrivé, cruel et impitoyable, reflétant parfaitement ma situation. Sophie a intensifié ses attaques, amenant d'autres membres de la famille pour me faire pression afin que j'accepte le changement inévitable. Julien travaillait sans relâche, plongé dans des archives poussiéreuses du notariat. J'ai trouvé des forces que j'ignorais posséder, fouillant des tiroirs, cherchant chaque papier que Pierre aurait pu garder. Un après-midi dans le grenier glacé, j'ai découvert une boîte de vieilles hommes-lettres. Mes mains gelées feuilletaient les correspondances entre Pierre et l'ancien propriétaire. Des négociations détaillées pour l'achat de l'appartement. Mon cœur s'est emballé en lisant des reçus signés exclusivement par mon mari, sans aucune mention de Sophie ou de sa famille. J'ai dévalé les escaliers, trébuchant dans ma hâte. J'ai appelé Julien immédiatement. « J'ai trouvé quelque chose d'important », ai-je murmuré au téléphone, craignant que Sophie ne puisse écouter à travers les murs fins. Le jour du jugement est arrivé, gris comme mon humeur. J'ai enfilé mon manteau noir le plus élégant, celui que Pierre adorait, et j'ai marché jusqu'au palais de justice, avec des pas décidés mais craintifs. Sophie était déjà là, discutant vivement avec son avocat, gesticulant comme si elle avait déjà gagné. Le tribunal sentait le bois ancien et le vieux papier, une atmosphère lourde qui rendait chaque respiration difficile. Quand Julien a commencé à présenter nos découvertes, j'ai observé le visage de Sophie changer progressivement. Les reçus, les lettres, les actes originaux. Tout prouvait que Pierre avait acheté l'appartement seul, des années avant même de connaître Sophie. Son avocat a commencé à transpirer, feuilletant désespérément ses papiers. Le juge a froncé les sourcils, remettant en question les contradictions flagrantes dans la documentation qu'elle avait présentée. Sophie a pâli lorsqu'elle a réalisé que sa stratégie s'écroulait complètement. J'ai ressenti un mélange de soulagement et de profonde tristesse face à la trahison familiale. La sentence a été claire et définitive. L'appartement resterait le mien, de droit incontestable. Sophie est sortie précipitamment du tribunal, sans même me regarder, avalée par la foule qui marchait dans les rues mouillées de Paris. Je suis restée quelques minutes immobile à l'entrée, respirant l'air froid et humide, sentant le poids de moi d'angoisse enfin se dissiper. Julien m'a embrassée fraternellement, ses yeux humides révélant le soulagement partagé.
Nous avons marché ensemble dans les rues familières, observant les vendeurs de marrons grillés préparer leurs produits sous la pluie fine. L'odeur du café chaud s'échappait des brasseries, se mêlant à l'arôme des feuilles mouillées sur le sol. Paris battait, indifférente à mon drame personnel, mais je me sentais à nouveau en faire partie. Mon foyer était en sécurité, mais les blessures familiales restaient ouvertes et douloureuses. En rentrant chez moi, j'ai ouvert toutes les fenêtres pour laisser le vent glacial purifier chaque pièce. L'appartement semblait respirer soulagé, comme s'il avait lui aussi souffert pendant ces mois terribles. J'ai préparé une tisane à la camomille et me suis assise dans le fauteuil préféré de Pierre, observant les photographies éparpillées dans le salon. Chaque image racontait notre vraie histoire. Voyage, anniversaire, moments simples de bonheur conjugal. Sophie avait essayé de voler non seulement ma maison, mais mon identité, mes souvenirs, ma dignité. J'avais gagné la bataille juridique, mais je perdrais à jamais l'illusion d'avoir une famille unie. Le téléphone a sonné plusieurs fois pendant la nuit. Probablement Sophie essayant de s'expliquer ou de s'excuser. Je n'ai pas répondu. Certaines trahisons sont impardonnables, même quand l'amour familial devrait prévaloir. Ma victoire avait le goût amer de la solitude inévitable, mais c'était ma victoire. Les jours qui ont suivi le jugement ont apporté un étrange mélange de paix et de mélancolie. Je me réveillais chaque matin dans ma chambre familière, mais quelque chose avait changé pour toujours. L'appartement restait mon foyer, mais il portait maintenant le poids d'une trahison familiale que je n'avais jamais imaginé possible. Sophie n'est plus apparue, mais sa présence fantomatique planait dans les couloirs. J'ai reçu quelques appels d'autres proches, essayant de calmer la situation, mais je n'étais pas prête à pardonner. Julien est passé me rendre visite, apportant des croissants frais de la boulangerie du coin. « Claire, vous avez fait ce qu'il fallait », a-t-il dit, en servant du café dans nos tasses en porcelaine. J'ai observé par la fenêtre les oiseaux posés sur les branches nues des arbres du boulevard. L'hiver parisien continuait d'être rigoureux, mais à l'intérieur de la maison, je ressentais une chaleur différente, la chaleur de celle qui avait défendu sa dignité. Pierre serait fier de mon courage, pensais-je, en caressant notre photo de mariage. J'ai décidé de réorganiser complètement l'appartement, comme si je voulais effacer toute trace de la présence invasive de Sophie. J'ai commencé par le grenier, où j'avais trouvé les documents salvateurs. Entre des boîtes poussiéreuses et des objets oubliés, j'ai redécouvert des trésors de ma vie avec Pierre. Des lettres d'amour de notre jeunesse, des programmes de concerts que nous avions vus ensemble, des souvenirs de voyages en Europe. Chaque découverte était une petite victoire contre la tentative de Sophie de réécrire notre histoire. J'ai nettoyé chaque recoin avec une dévotion obsessive, polissant les meubles anciens qu'elle avait menacé de vendre. L'après-midi tombait doucement sur Paris quand j'ai fini de ranger notre bibliothèque. Les livres de Pierre ont retrouvé leur place habituelle, organisés par thème comme il aimait. J'ai senti sa présence approbatrice en rangeant les volumes de philosophie française. L'appartement respirait renouvelé, purifié de l'énergie négative des derniers émois. Un matin de janvier, j'ai trouvé une lettre dans ma boîte aux lettres. Elle venait de Sophie, écrite à la main sur du papier parfumé. J'ai longtemps hésité avant de l'ouvrir, mon cœur battant la chamade, anticipant plus de douleur. Elle s'excusait, expliquait qu'elle traversait de graves difficultés financières, admettait avoir agi par désespoir. « Je n'ai jamais voulu vous faire de mal, Claire. » Pierre me traitait comme sa fille, et je pensais qu'il aurait voulu que je sois prise en charge. Ces mots sonnaient sincères, mais la blessure était encore trop ouverte pour cicatriser rapidement. J'ai rangé la lettre dans le tiroir du secrétaire, à côté des photographies de famille. Peut-être qu'un jour je pourrais pardonner, mais ce n'était pas encore le moment. Le pardon doit naître naturellement, comme les fleurs au printemps, pensais-je, en observant le jardin gelé dehors. Sophie devrait attendre le temps nécessaire pour que ma confiance renaisse. Certaines trahisons laissent des cicatrices permanentes.
Février est arrivé avec une neige inattendue, couvrant Paris d'un manteau blanc qui transformait la ville en un conte de fées urbain. J'ai observé de ma fenêtre les enfants jouer dans la neige du boulevard, leur rire résonnant dans la matinée cristalline. Julien m'a téléphoné, m'invitant à déjeuner au Procope, le restaurant historique que Pierre adorait fréquenter. J'ai accepté l'invitation, sentant qu'il était temps de revivre pleinement. J'ai enfilé mon manteau rouge préféré et suis sortie affronter le froid parisien. Le restaurant était accueillant, avec ses murs décorés de portraits d'écrivains célèbres. Nous avons parlé de livres, de politique, de la capacité humaine à surmonter les épreuves. « Vous êtes plus forte que vous ne l'imaginez, Claire », a dit Julien, trinquant avec du vin rouge. Je me sentais renaître lentement, comme si l'hiver rigoureux cédait enfin la place à un printemps intérieur. Mon courage avait été testé et approuvé. Mars a apporté les premiers signes du printemps parisien, et avec lui une décision importante. J'ai décidé de transformer la chambre d'amis en un atelier de peinture, un hobby que j'avais abandonné après la mort de Pierre. J'ai acheté des toiles, des peintures et des pinceaux dans un magasin d'art à Montmartre, me sentant à nouveau une jeune étudiante. Le vendeur, un monsieur aux cheveux gris, m'a donné de précieux conseils sur les techniques d'aquarelle. « Madame, l'art guérit des blessures que les médicaments n'atteignent pas », a-t-il dit avec un sourire chaleureux. J'ai installé mon chevalet près de la fenêtre, où la lumière naturelle était parfaite. Ma première œuvre a représenté le boulevard Voltaire sous la neige, capturant la beauté mélancolique de l'hiver qui avait été le témoin de ma victoire. Chaque coup de pinceau était un acte de reconstruction, chaque couleur une affirmation de vie. L'appartement gagnait une nouvelle énergie créative, se transformant à nouveau en un foyer plein de possibilités. Pierre disait toujours que j'avais un talent artistique caché. Quand avril est arrivé avec ses cerisiers en fleurs, j'ai reçu une autre lettre de Sophie. Cette fois, elle proposait une rencontre pour que nous puissions nous parler personnellement. Ma première impulsion a été de refuser, mais quelque chose en moi a murmuré qu'il était peut-être temps d'affronter cette conversation. Nous nous sommes rencontrés dans le même café où je retrouvais Julien, un terrain neutre et familier. Sophie est arrivée ponctuellement, visiblement plus mince et avec de profondes cernes. Nous avons commandé des cafés en silence, observant les gens passer sur le trottoir. « Claire, j'ai terriblement fait une erreur », a-t-elle commencé, la voix brisée. Ses larmes semblaient sincères, mais la douleur pulsait encore dans ma poitrine. Nous avons parlé pendant 2 heures, elle expliquant ses difficultés, moi exprimant ma déception. Il n'y a pas eu de réconciliation immédiate, mais quelque chose s'est adouci entre nous. Nous avons terminé la rencontre par une étreinte hésitante, pleine d'un espoir prudent. Le pardon est un long processus, mais peut-être possible. Mai est arrivé avec une explosion de couleurs et de parfums qui ont rempli mon appartement d'une vie nouvelle. J'ai décidé d'ouvrir toutes les fenêtres et de laisser la brise printanière rafraîchir chaque recoin de la maison. C'est alors que j'ai pris une décision surprenante. J'inviterai Sophie à dîner. Non par obligation familiale, mais parce que j'ai réalisé que garder rancune me rongeait de l'intérieur. Je l'ai appelée un matin ensoleillé, ma voix hésitante mais déterminée. « Sophie, j'aimerais que vous veniez dîner demain. Je vais préparer un coq au vin, comme Pierre aimait. » Le silence à l'autre bout de la ligne a duré d'éternelles secondes, avant qu'elle n'accepte, la voix pleine d'émotion. J'ai passé toute la journée à cuisiner, à choisir la vaisselle spéciale, à arranger des fleurs fraîches sur la table. Ce n'était pas un pardon complet, mais c'était un premier pas courageux. Julien m'a félicité pour ma décision quand je lui ai raconté. « Le pardon libère celui qui pardonne, Claire », a-t-il dit sagement. J'ai senti Pierre approuver mon choix. Le dîner a été tendu au début, mais progressivement les barrières ont commencé à se dissoudre. Sophie est arrivée avec un bouquet de lys blanc, mes fleurs préférées, un geste qui a touché mon cœur encore blessé.
Nous avons parlé des bons souvenirs de Pierre, des moments heureux que nous avions partagés en famille. Elle m'a parlé de ses réelles difficultés financières, de la peur de perdre la maison où elle élevait ses enfants. Cela ne justifiait pas ses actions, mais cela m'aidait à comprendre le désespoir qui l'avait motivée. Je n'aurais jamais dû douter du caractère de Pierre ou essayer de voler ses souvenirs, a-t-elle dit entre deux sanglots. Nous avons servi le vin que Pierre gardait pour les occasions spéciales, trinquant timidement à la possibilité de reconstruire notre relation. La soirée s'est terminée par une étreinte plus chaleureuse, chargée d'un espoir mutuel. Nous n'étions plus les mêmes personnes qu'avant, mais peut-être pouvions-nous être quelque chose de nouveau et de meilleur. Paris brillait dehors, témoin de notre tentative de guérison. Juin a apporté une proposition inattendue qui allait complètement changer ma routine. Ma voisine, Madame Dubois, m'a suggéré de transformer mon atelier improvisé en une école de peinture pour les dames du quartier. « Claire, vous avez tant de talent et d'expérience de vie. Vous pourriez apprendre à d'autres femmes à trouver l'art dans la douleur, » a-t-elle dit pendant notre café matinal dans la cour intérieure de l'immeuble. L'idée m'a d'abord effrayée. Je ne m'étais jamais considérée comme professeure de quoi que ce soit. Mais plus j'y pensais, plus la proposition me plaisait. Je pourrais partager non seulement des techniques de peinture, mais aussi des leçons de vie, de courage, de dépassement. J'ai parlé à Julien des aspects légaux, préparé un petit curriculum, diffusé discrètement l'information parmi mes connaissances. À ma surprise, 8 femmes se sont inscrites pour le premier cours. Toutes avaient des histoires difficiles. Veuvage, divorce, maladie, perte familiale. J'ai senti que Pierre me guidait vers quelque chose de plus grand que ma douleur personnelle. L'art comme thérapie collective. Les premières leçons ont été d'intenses révélations émotionnelles. Marguerite, veuve depuis 5 ans, peignait toujours des fleurs fanées. Sylvie, récemment divorcée, créait des paysages orageux qui reflétaient sa turbulence intérieure. Isabelle, qui avait perdu sa fille dans un accident, travaillait uniquement avec des tons de bleu, la couleur des yeux de la fillette. J'enseignais des techniques, mais surtout, j'offrais une écoute empathique et une compréhension profonde. Notre atelier s'est transformé en un sanctuaire de guérison féminine, où les larmes et la peinture se mêlaient dans des créations étonnamment belles. Sophie a commencé à suivre les cours, d'abord timide, mais s'intégrant progressivement au groupe. Nous voir ensemble créant de l'art côte à côte a apporté une réconciliation naturelle que les mots n'auraient pas pu atteindre. Nos toiles ont commencé à refléter l'espoir, là où il n'y avait auparavant que du désespoir. L'appartement pulsait d'une énergie créative renouvelée. Pierre serait fier de cette transformation de l'espace que nous avons partagé pendant des décennies. L'art guérit réellement les blessures profondes. Juillet est arrivé, chaud et lumineux, trouvant mon appartement complètement transformé en un centre d'art thérapeutique. Nous avons décidé d'organiser notre première exposition collective dans la cour intérieure de l'immeuble, invitant voisins et familles à admirer notre travail. Nous avons préparé un vernissage simple mais élégant, avec des vins français et des fromages locaux. Les œuvres exposées racontaient des histoires de dépassement féminin à travers des couleurs, des formes, des textures émotionnellement chargées. Marguerite avait enfin peint des fleurs vivantes. Sylvie avait créé des paysages sereins. Isabelle avait incorporé d'autres couleurs, en plus du bleu mélancolique. Sophie a présenté une toile abstraite intitulée « Pardon », mélangeant des tons chauds et froids dans une danse harmonieuse. Plus de 50 personnes sont venues, admirant nos progrès artistiques et émotionnels. Julien a fait un discours émouvant sur l'art comme langage universel de guérison. J'ai senti Pierre présent dans ce moment magique, approuvant la transformation de notre maison en un lieu d'espoir collectif. Nous avons vendu quelques œuvres, reversant l'argent pour l'achat de matériel artistique. Août m'a apporté une surprise inoubliable.
une lettre de la mairie de Paris reconnaissant notre travail communautaire. Nous avions été sélectionnés pour recevoir une petite subvention destinée aux projets culturels de quartier. Avec cet argent, nous pourrions acheter de meilleurs matériaux, engager des conférenciers spécialisés, étendre notre portée aux femmes en situation de vulnérabilité sociale. Sophie s'est proposée pour aider à l'administration du projet, démontrant un engagement authentique envers notre mission. J'ai accepté sa collaboration, scellant définitivement notre réconciliation familiale. Nous avons organisé des ateliers thématiques, peinture de portraits pour travailler l'estime de soi, paysage urbain pour se reconnecter à Paris, nature morte pour contempler la beauté quotidienne. L'appartement que j'avais failli perdre est devenu un symbole de résistance et de renouveau féminin. Chaque cours était une célébration de la capacité humaine à surmonter l'adversité par la créativité. Pierre aurait été radieux de voir notre maison abriter tant d'histoires de recommencement. Ma victoire judiciaire s'était transformée en une victoire existentielle bien plus significative. Septembre est arrivé avec des vents doux qui portaient des promesses de changement encore plus grands. Nous avons reçu la visite d'une journaliste du Figaro intéressée par notre histoire de transformation par l'art. Madame Claire, votre parcours de douleur personnelle vers un projet social inspirant mérite d'être connu de tout Paris, a-t-elle dit, préparant enregistreur et carnet. Pendant 2 heures, j'ai raconté la tentative de Sophie de voler mon appartement, comment l'art nous a réconciliés, comment notre école thérapeutique est née spontanément. Sophie a participé à l'interview, décrivant honnêtement ses erreurs et le processus de rédemption par la peinture. La journaliste a été visiblement émue par notre histoire de pardon et de reconstruction familiale. Elles ont photographié notre atelier, nos œuvres, le groupe de femmes travaillant avec concentration. J'ai ressenti une nouvelle responsabilité. Représenter l'espoir pour d'autres personnes confrontées à des trahisons familiales. Pierre disait toujours que les expériences difficiles servent à aider d'autres dans des situations similaires. L'article a été publié un matin doré d'octobre, occupant une page entière avec des photographies colorées de nos créations artistiques. Le téléphone n'a pas arrêté de sonner pendant des jours. Des femmes de tout Paris voulaient en participer à notre école. Des journalistes demandaient des interviews. Des organisations sociales proposaient des partenariats intéressants. Sophie et moi nous relayions pour répondre aux appels, organiser des listes d'attente, planifier des visites pour les intéresser par notre méthode thérapeutique. Julien nous a aidés à officialiser légalement l'association, créant des statuts et définissant des objectifs institutionnels clairs. Madame Dubois s'est proposée de céder un autre appartement vacant de l'immeuble, élargissant ainsi notre espace de travail. J'ai senti que quelque chose de bien plus grand que ma douleur personnelle était en train de naître. L'appartement que j'avais défendu en justice était devenu la graine d'un puissant mouvement social féminin. Notre histoire particulière prenait une dimension universelle d'espoir collectif. Pierre aurait été fier de cette multiplication d'amour. Novembre a apporté la première classe de femmes réfugiées, envoyée par une organisation humanitaire parisienne. C'étaient des Syriennes, des Afghanes, des Somaliennes, qui avaient tout perdu dans des guerres dévastatrices. Au début, nous avons rencontré des barrières linguistiques importantes, mais nous avons découvert que l'art transcende les mots, connectant les cœurs à travers des couleurs et des formes universelles. Amina, jeune Syrienne qui avait perdu son mari dans un bombardement, peignait toujours des maisons détruites qui se reconstruisaient progressivement sur ses toiles. Fatima, grand-mère afghane séparée de ses petits-enfants, créait des jardins imaginaires remplis de fleurs qui représentaient sa nostalgie transformée en beauté. Sophie a développé une sensibilité particulière pour travailler avec ces femmes, peut-être parce qu'elle avait, elle aussi, expérimenté la perte et le besoin de recommencer. Nous avons organisé une exposition thématique sur les femmes sans frontières, montrant comment la douleur humaine est un langage universel que l'art peut traduire en espoir renouvelé. La mairie a offert un soutien supplémentaire, reconnaissant la valeur sociale de notre travail inclusif.
Mon appartement était devenu une ambassade internationale de guérison féminine. Décembre est arrivé, glacial, mais mon cœur était réchauffé par des conquêtes inimaginables quelques mois auparavant. Nous avons organisé une fête de fin d'année, réunissant toutes les femmes qui étaient passées par notre école au cours de l'année. L'appartement était trop petit pour tant de joie. Alors nous avons également utilisé la cour intérieure, décorée de nos œuvres, illuminée par de douces lumières de Noël. Sophie a préparé un discours émouvant, me remerciant de ma générosité à lui pardonner et à lui permettre de participer à ce voyage transformateur. Claire m'a appris que les erreurs peuvent devenir des opportunités de croissance lorsqu'elles sont affrontées avec courage et amour, a-t-elle dit devant toutes. Julien a trinqué à notre amitié renouvelée et à mon courage exemplaire. Les femmes réfugiées ont chanté des chansons de leur pays, créant une atmosphère multiculturelle émouvante. J'ai senti Pierre présent dans cette célébration, approuvant la transformation de notre maison en un centre international d'espoir. Ma victoire judiciaire s'était multipliée en d'incalculables victoires humaines. L'appartement respirait l'amour universel. Janvier de la nouvelle année m'a trouvé en train de planifier une expansion encore plus grande de notre projet social. La mairie a proposé un espace municipal pour le siège définitif de notre association, mais j'ai décidé de maintenir les activités principales ici, dans l'appartement que Pierre et moi avons construit avec tant d'amour. Cet endroit a une énergie spéciale, une histoire de dépassement qui inspire toutes les femmes qui viennent chercher la guérison de leurs blessures. Sophie a officiellement pris la coordination administrative, démontrant un talent organisationnel que je ne connaissais pas. Nous avons embauché 2 psychologues spécialisés en art-thérapie pour soutenir notre travail empirique, mais efficace. Julien a créé un site institutionnel diffusant notre méthodologie, recevant des intéressés d'autres villes françaises souhaitant reproduire l'expérience. Mon histoire personnelle de presque perte s'était transformée en un modèle de résistance féminine et familiale. Pierre aurait été radieux de voir comment l'appartement que nous avons défendu ensemble est devenu un phare d'espoir pour des centaines de femmes. Le véritable amour se multiplie infiniment lorsqu'il est partagé généreusement. Aujourd'hui, en regardant par la fenêtre que j'ai failli perdre, je vois Paris vibrer d'une vie renouvelée, tandis que notre école d'art thérapeutique célèbre ses 2 ans d'existence. Sophie et moi sommes devenus des partenaires inséparables dans cette mission de guérison collective, notre relation renforcée par l'adversité surmontée et un but partagé. Des centaines de femmes sont passées par ces pièces, laissant leur douleur et emportant un espoir cristallisé dans des œuvres d'art qui décorent des murs autrefois vides. L'appartement respire une histoire vivante. Des photos de Pierre côtoient harmonieusement des peintures d'anciennes élèves. Des souvenirs familiaux se mêlent à des conquêtes collectives récentes. Julien continue d'être notre conseiller juridique et ami fidèle, témoin de la transformation miraculeuse qu'il a vue depuis le premier jour. Parfois, je reçois des lettres de femmes qui ont participé à nos cours, racontant comment l'art les a aidées à reconstruire des vies brisées. Je sens que Pierre sourit de l'éternité, fier de voir comment notre maison est devenue un sanctuaire de renaissance féminine. La victoire au tribunal n'était que le début d'un voyage bien plus vaste.